Aujourd'hui, dans l'interview Les entreprises s'engagent, nous recevons Éric Campos, directeur de l'engagement sociétal du groupe Crédit Agricole. Bonjour Éric Campos. Bonjour Jalais. Merci d'être avec nous. Alors, je vais faire rapidement votre bio. Après des études de prospective, puis d'audit interne et de contrôle de gestion, vous avez parcouru vraiment le monde en travaillant notamment pour l'Agence française de développement dans une vingtaine de pays. Vous avez rejoint le Crédit Agricole en 2001 pour prendre des fonctions de direction à Athènes, à Valence, à Paris et sur la magnifique île de la Réunion. Et depuis 2016, vous êtes donc en charge de l'engagement sociétal de Crédit Agricole. Donc voilà ma première question. Tous ces voyages, tout ce parcours professionnel, est-ce que ça vous a influencé dans vos engagements et dans votre façon de manager ? En fait, Jalais, ça ne m'a pas influencé, ça m'a construit. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes très inspirantes dans tous les pays, dans tous les lieux que j'ai pu fréquenter. J'ai cette chance d'être un banquier, d'avoir accompagné des entreprises dans des situations faciles, dans des situations plus difficiles. Et donc, tout ce voyage qui a commencé finalement en Algérie, puisque je suis né en Algérie, je suis né de parents espagnols. Et donc, j'ai traversé beaucoup de pays, vous l'avez dit, et puis je porte une histoire qui est celle d'une humanité qui est riche de toutes les différences. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi le choix de la banque, alors, pour commencer ? Je sais pas, je ne sais pas si on peut dire qu'on choisit la banque en réalité. C'est la banque qui vous choisit ? Oui. En fait, quand j'ai fini mes études, j'avais pour moi envie de partir. Et l'idée de partir dans un pays qu'on appelait les pays en développement, des pays émergents, aujourd'hui on parle du Sud global, c'était une sorte d'évidence. Et je pense que c'était un retour. J'avais besoin de retrouver ce que j'avais connu dans mon lieu de naissance. Et j'ai eu cette chance de partir au Gabon et de travailler pour une plantation d'hévéaculture. Et donc, chemin faisant, j'ai croisé la route de l'Agence française de développement, qui est un organisme extraordinaire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le secteur financier. Et en fait, je l'ai rencontré, non pas par l'outil, la finance, mais plutôt par le sens et l'ambition, qui est d'essayer de permettre à chacun d'accéder au progrès et au développement. Donc si j'entends bien, vous étiez engagé avant d'être banquier. Oui, je crois que c'est mon héritage familial, l'engagement, en effet. D'ailleurs, vous dites que votre raison d'être, c'est le bien commun. Le pourquoi, vous nous l'avez un peu dit, mais racontez-nous, c'est quoi ? Quelle histoire perso, quel héritage familial vous donne cette envie ? Je crois que il y a des personnalités qui se révèlent dans des situations extrêmement difficiles. C'est ce que tout le monde peut observer. Les liens d'amitié, on les éprouve quand justement il y a des questions qui peuvent écarter deux amis. C'est là où on va trouver ce lien d'amitié. Et je crois que la vie nous réserve quelquefois des contextes difficiles. Et mes grands-parents sont nés dans un pays qui s'est retrouvé en situation de guerre civile. Et donc ce sont des gens qui ont connu cette forme de collapsologie qui est une conséquence de la guerre. Donc du jour au lendemain, ils ont dû fuir et ils se sont retrouvés sans rien. Et ils se sont reconstruits avec l'énergie, avec cette capacité qu'ils ont eue finalement à refaire leur vie. Et j'ai l'impression d'avoir reçu un peu cet héritage. Comme une sorte de, finalement, tout est possible si on veut bien y arriver ? Oui, effectivement. Je crois que je porte effectivement cette idée que finalement, on a de limites que celles qu'on peut se fixer. Alors, en disant cela, j'ai conscience que certains se trouvent confrontés à ce qu'on peut appeler le déterminisme social. Il vaut mieux naître dans le 8e arrondissement à Paris que dans un village ou dans un bidonville ou dans une favela brésilienne. Vous voyez bien que, en fonction de son lieu de naissance, en fonction des professions des parents, etc., les chances ne sont pas les mêmes. Pour autant, il y a une part de liberté en nous qui peut se retrouver à partir du moment où vous vous dites que c'est possible. Et
Je pourrais vous poser la question, mais je ne vais pas vous la poser. C'est est-ce que vous êtes un dirigeant engagé? Assurément, la réponse est oui, et moi je peux la donner à votre place. Mais est-ce que vous pourriez me donner des exemples de la façon dont vous êtes un dirigeant engagé? Je crois que ma trajectoire professionnelle m'a appris à ne plus être un combattant, vous voyez, quelqu'un qui va au front, mais plutôt à faire avec. Voilà. Et je crois beaucoup à la façon dont on peut enrichir des écosystèmes existants. Et vraiment, ce sont des rencontres qui m'ont appris ça. Donc si par exemple, concrètement, ça veut dire en tant que dirigeant, si vous rencontrez, parce que quand on est dirigeant, on doit beaucoup résoudre des problèmes. Si j'ai bien compris, quand on est tout en haut, c'est un peu ça votre lot quotidien. Quand une épreuve arrive, vous ne faites jamais contre, vous prenez l'épreuve et vous transformez? Oui, on peut dire que je suis, j'imagine, comme chacun d'entre nous, quelquefois en colère, quelquefois irrité, etc. Et c'est bien aussi. Et c'est bien, mais mon expérience m'a appris, ce que je ne respecte pas souvent, qu'il faut tourner la langue cette fois dans sa bouche, prendre le temps, réfléchir, faire preuve d'empathie, c'est-à-dire ne jamais essayer de prêter à l'autre des idées qui ne sont pas les siennes ou des émotions qui ne sont pas les siennes, mais toujours se poser la question, finalement, pourquoi l'autre a pris cette décision. Et je crois que quand on fait preuve d'empathie, et ça, pour le coup, mon histoire personnelle et ma trajectoire professionnelle me l'a apporté, on peut comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, partir d'une situation qui est comprise par l'une et l'autre des parties, tomber d'accord sur un constat, c'est un fabuleux point de départ pour arriver à converger vers une situation partagée. C'est très beau. J'entends dans ce que vous dites, finalement, le fait qu'on n'est pas seul, qu'on est toujours plusieurs et que si on veut bien créer des passerelles les uns entre les autres, alors tout est possible. Ce sont les autres qui vous disent qui vous êtes et qui vous permettent de vous construire vous-même. Et en disant ça, je pense qu'il est important de se détacher de la dépendance au regard des autres. Parce que il faut suivre son chemin, mais son chemin, c'est jamais un chemin seul, c'est un chemin avec. Et donc, ce chemin avec, vous savez quel est votre point de départ, vous ne savez pas nécessairement quel est le point d'arrivée. Vous me posiez tout à l'heure la question, quel manager vous êtes? Je pense que je peux déconcerter quelquefois mes interlocuteurs parce que je suis capable de partir dans un chemin sans vraiment savoir quelle va être l'étape 1 ou l'étape 2. Mais peu importe. Parce que je sais que je suis capable de construire l'étape 1 et l'étape 2 avec ceux qui m'accompagneront dans ce chemin, ou bien avec ceux que j'accompagnerai dans ce chemin. On pourrait appeler ça l'audace. Oui, il faut accepter la richesse de l'étonnement, c'est-à-dire ce qui vous fait réfléchir en dehors de vos idées préconçues, de celles que vous aviez en prenant ce chemin. Et ça... c'est tout petit qu'on construit cette... C'est là où vos études prospectives, ça a vraiment un sens dans ce que vous êtes en train de dire. Ça vous a formé aussi, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Ça, je pense, oui. Mais vous savez, c'est comme dans les entretiens d'embauche, quand votre interlocuteur vous dit « Mais alors, quel est le fil rouge de votre démarche ?» En fait, le fil rouge, ça se construit toujours après. Alors, vous essayez de, tant bien que mal, lui dire qu'il y a beaucoup de logique dans ce que vous avez fait. Moi, je pense qu'il y a évidemment un peu de cette logique-là. Et si j'ai fait des études de prospective, c'est parce que je me suis intéressé à l'avenir. Parce que l'avenir, on va y être. Et donc, probablement que c'est un peu pour ces raisons que je m'y suis retrouvé. Parlons d'avenir, justement. Une des convictions de la communauté Les entreprises s'engagent est que demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vais, si vous permettez, le dire un peu différemment, en tout cas à ma façon, avec mes mots. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans une forme d'inversion qui nous éloigne du vivre ensemble. Je vais partager cette perception avec vous. Je crois qu'on a, pour des raisons que l'on peut, sur lesquelles on peut ensuite échanger, on a au fond oublié que l'économie doit être au service de la société. L'économie est un modèle qu'on a construit
En oubliant cela, on a au fond inversé les choses en mettant la société au service d'un modèle économique. Certains disent qu'on a dépolitisé l'économie au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on a oublié que c'est un outil du vivre ensemble. Et on a politisé l'identité, c'est-à-dire vous êtes vos origines, c'est-à-dire qu'on assigne maintenant les gens, couleur de peau, origine, etc. Et on le voit. Et donc on a des conflits sur l'identité des gens, sur le fait qu'on peut penser une chose parce qu'on a telle origine, etc. Moi, je peux vous dire que toute ma vie, à la fois mon expérience personnelle et professionnelle, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous les mêmes. J'ai travaillé dans un très grand nombre de pays, soit parce que j'y habitais, j'ai travaillé, ou j'ai fait des missions. 99,99% de ceux qui nous animent, par exemple en tant que parents, c'est la même chose. On veut protéger nos enfants, on veut que nos enfants fassent quelque chose de mieux que nous, on veut qu'ils soient heureux et on veut se retrouver ensemble un jour de la semaine pour partager le plaisir d'être ensemble. C'est vrai partout dans le monde. Le plaisir, l'envie de vivre ensemble, c'est ce qu'on partage de mieux. À partir de là, on se ressemble. On veut s'endetter pour construire une maison, on veut qu'il n'y ait pas de fuite au toit, on veut avoir des voisins qu'on aime, qui nous protègent, on veut la bienveillance, etc. Ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de ce constat d'évidence et que finalement, on s'éloigne en assignant aux gens, en fonction de leur identité, des croyances et des émotions. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, vous dites que l'entreprise en fait engagée, ce serait presque un pléonasme, puisque l'entreprise, en tant qu'acteur de l'économie, est forcément, devrait redevenir au service de la société. En fait, elle l'est déjà. Ce que je dis, c'est que l'entrepreneuriat est un formidable outil du vivre ensemble. Et on oppose dans les médias, on oppose dans les conversations des termes comme décarbonation et développement, ou des termes comme sobriété et prospérité. D'accord ? Vous voyez bien qu'on fonctionne avec ces antagonismes, et ces antagonismes, ils opposent quoi ? Ils opposent un enjeu sociétal avec un modèle économique. Et en réalité, vous avez des entrepreneurs qui arrivent à concilier à la fois la performance économique et à la fois l'enjeu de résoudre un problème de société. Par exemple, vous avez des promoteurs immobiliers qui travaillent à faire en sorte de se fournir localement en circuit court. En faisant ça, ils diminuent les émissions de gaz à effet de serre de leur approvisionnement. Vous avez des agriculteurs qui travaillent à la précision de leur intrant chimique pour mettre le moins possible. Et donc, ils sont dans une approche de sobriété. Et en même temps, cette approche de sobriété, elle leur permet de cultiver et de profiter du rendement optimal de leur terre, etc., etc. Ce n'est pas un rêve, c'est déjà une réalité, c'est ce qui se passe dans les territoires à bas bruit. Et ce que l'on fait, nous, aujourd'hui, c'est de révéler cette forme d'économie qui est probablement une mutation de cette économie un peu dure que l'on connaît vers quelque chose qui serait une forme de rapprochement entre utilité sociale ou sociétale et en même temps performance des entrepreneurs d'avenir. Quand vous dites c'est ce que nous faisons, c'est vous en tant que Crédit Agricole et donc en tant que directeur de l'engagement sociétal. Donc oui, j'aimerais bien que vous alliez un peu plus loin sur cette idée pour nous dire justement de quelle façon concrètement vous êtes aux côtés de ces personnes engagées, comment en fait se traduit votre engagement au Crédit Agricole. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelait la stratégie climatique, comment un groupe comme le Crédit Agricole peut accompagner la nécessaire mutation de l'économie. On part d'un constat, c'est que notre modèle économique, qui est basé sur une grande financiarisation, sur des échanges mondiaux qui ne sont pas suffisamment régulés, par notamment le coût du carbone, on part du constat qu'il faut modifier ce modèle économique. Il faut qu'on soit sur un modèle plus sobre, plus résilient et probablement moins consommateur d'énergie. Voilà, donc il faut le changer.
Donc on s'est attaqué à la question climatique. Et pour cela, le Crédit Agricole s'est fortement investi dans le développement des énergies renouvelables, s'est fortement investi en créant des métiers, en créant des nouvelles expertises, dans l'accompagnement de la société à ces formes de sobriété, et s'est fortement impliqué dans le désinvestissement des énergies fossiles. Ce mouvement de vase communicant, davantage de renouvelables, moins de fossiles, l'accompagnement de la société, c'est de cette façon-là que notre stratégie climatique a été posée. La question que vous posez, c'est au fond comment on peut s'adapter à ces nouvelles formes d'économie. Eh bien, nous pensons qu'en réalité, ce sont les territoires qui vont s'adapter parce que tout dépend des écosystèmes et des spécificités territoriales. Par exemple, la Savoie fait aujourd'hui face à une diminution de son niveau d'enneigement. Or, la Savoie, une partie de son développement économique repose sur les sports d'hiver. Et donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle façon de reconstruire l'économie des loisirs dans un territoire qui est magnifique, mais avec une façon adaptée. Dans la région des Pyrénées-Orientales, il y a des vraies questions d'accès à l'eau et de stress hydrique. Là, on est sur une spécificité locale qui doit s'appuyer sur les écosystèmes. Et en fait, vous regardez tous les territoires de France, chaque territoire de France doit répondre à un enjeu qui lui est propre. Ce que nous disons, c'est qu'il faut accompagner les territoires dans leur stratégie spécifique. Voilà, et c'est ce que nous croyons, et c'est ce que nous sommes en train de faire, en tendant finalement un micro aux entrepreneurs qui, dans les territoires, sont en train de faire émerger cette économie qui est à la fois performante et qui fait attention au bien commun. Et dans tout ce que vous venez de citer, ou même au préalable dans votre carrière, dans tous ces pays où vous êtes allé, est-ce qu'il y a en particulier une action dont vous êtes très fier et dont vous voudriez nous parler ? Moi, je suis... c'est vraiment très difficile de répondre à cette question. Et si vous me dites de quoi je peux être fier, c'est un sentiment que je manipule pas très bien, la fierté. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis dans un groupe, et je le dis de façon très, très neutre, qui s'est inscrit depuis toujours dans les solidarités. Et qui porte en lui ce qui est sa valeur originelle, qui est d'être utile à la société, avec des offres qui accompagnent les transformations sociétales. Et il y a une deuxième dimension qui fait que je me sens bien dans ce groupe, qui est la dimension de l'universalité. C'est-à-dire qu'au Crédit Agricole, quand on apporte des solutions, quand on réfléchit à la façon dont on résout les sujets sociétaux et qu'on répond en termes d'utilité, on répond aussi en termes d'universalité, c'est-à-dire qu'on va travailler avec tous les clients, du plus modeste au plus fortuné. Quand vous êtes sur ces questions d'utilité et d'universalité, et que finalement c'est ce qui prévaut à votre création de valeur, aux offres que vous formulez, vous vous inscrivez nécessairement dans le long terme. Et c'est ces valeurs-là qui me rendent fier, en tout cas, de me lever tous les matins et de travailler dans ce groupe. Ce qui est super important. Et si aujourd'hui, il y avait des dirigeants qui nous écoutent et qui voudraient s'engager, mais ne savent pas par où commencer, est-ce que vous pourriez en quelques phrases leur donner des conseils ? Eh bien, je leur dirais d'ouvrir le champ de leur regard à la société, de se poser la question de leur utilité à la société, et en réalité, tous les entrepreneurs peuvent répondre assez facilement à cette question. Ensuite, de regarder comment la société évolue et quels sont les enjeux pour pouvoir continuer à vivre ensemble et renforcer la cohésion sociale, parce que je crois qu'on ne peut pas vivre dans une société qui est instable, dans une société qui est en conflit avec elle-même, qui est fracturée. Ce sont des situations d'instabilité. Et ces situations d'instabilité, je le dirais à des chefs d'entreprise, ne sont pas des situations où le business est possible, ou en tout cas on a une vision longue. Si on veut créer un business, une valeur commerciale qui s'inscrit dans le temps, on ne peut la créer que dans une société apaisée. Voilà. Et donc qu'ils regardent comment,
à l'intérieur même de leur modèle d'affaires, ils peuvent contribuer à rendre cette société plus apaisée. C'est peut-être travailler à faire des offres qui sont plus accessibles. C'est peut-être travailler à faire des promotions immobilières qui mélangent les générations ou qui mélangent les origines, etc., etc. C'est assez simple, finalement, de répondre à ces questions-là. C'est pour ça que ça s'appelle le développement durable, je pense. Exactement. Ça prend tout son sens. Exactement. Alors, pour finir cette interview, j'aime toujours poser des questions pour vous connaître un peu différemment, qui nous proviennent de 20 Questions to the World. La première est, avec qui voudriez-vous prendre un café? Eh bien, écoutez, je dirais avec les gens que j'aime. J'ai rien de plus agréable que de me dire que j'ai une semaine de vacances, il fait beau, on est à l'ombre, il est 10h du matin, je suis assis à une table et il y a mes enfants et les gens que j'aime. L'essentiel, quoi. Voilà. Et si vous deviez écrire un livre sur le monde actuel, quel serait son titre? Et pourquoi pas? Ah, alors ça répond déjà à ma troisième question qui était... Vous voyez, j'ai fait de la prospective. Exactement, mais c'est incroyable votre histoire. Parce que la troisième question est, et si vous deviez poser une question au monde, vous, ce serait quoi votre question? Je leur dirais que on a un formidable espoir en nous, c'est que la situation dans laquelle nous nous trouvons, je parle évidemment du dérèglement climatique et puis de l'effondrement de la biodiversité, qui sont des sujets qui me touchent. Je parle aussi de la société qui est un peu fracturée aujourd'hui. Au fond, on est capable de redresser ça. C'est pas une question. Je leur dirais, et pourquoi pas? Voilà. Merci beaucoup pour merci à vous. Pourquoi pas. Ce sera la conclusion, mais tout est possible. J'ai aussi entendu ça. Merci beaucoup, Éric Campos. Merci à bientôt. Au revoir, Jalais.